Qu'est-ce qui fait qu'un jeu nous marque vraiment? C'est une question qui paraît toute simple, mais la réponse, elle, est un véritable labyrinthe d'idées absolument passionnantes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un bon jeu et un véritable chef-d'œuvre? Est-ce que c'est juste le nombre d'heures qu'on y passe ou est-ce qu'il y a une connexion beaucoup plus profonde? Est-ce que c'est, par exemple, le fait de créer un monde immense comme celui de The Legend of Zelda Breath of the Wild, un monde qui nous aspire dès les toutes premières secondes? C'est une excellente piste, c'est sûr, mais ce n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Parce que la véritable grandeur d'un jeu, ça va bien au-delà des chiffres de vente ou des notes parfaites des critiques. C'est une alchimie, un mélange super complexe de design, de communauté et d'impact personnel. Allez, on plonge dedans pour essayer de comprendre. Pour commencer, on va soulever le capot. On va regarder ce qui se passe dans notre cerveau, ce qui nous pousse à jouer encore et encore. Et la réponse, eh bien, elle se trouve dans la science de la motivation. Des chercheurs comme Ryan et Deci ont mis au point ce qu'on appelle la théorie de l'autodétermination. En gros, cette théorie nous dit qu'en tant qu'être humain, on a tous trois besoins psychologiques fondamentaux. Et les meilleurs jeux, ce sont des véritables maîtres dans l'art de combler ces besoins. Alors, quels sont ces trois besoins? Il y a la compétence, ce sentiment qu'on devient meilleur, il y a l'autonomie, la liberté de choisir son chemin, et enfin, il y a l'appartenance sociale, le besoin de se sentir connecté aux autres. Quand un jeu réussit à cocher ces trois cases, il devient presque impossible à lâcher. Le premier besoin, la compétence. C'est ce sentiment hyper gratifiant de maîtriser quelque chose, de surmonter un défi. C'est cette petite voix qui nous dit « ça y est, j'ai réussi, je progresse ». On en parlait juste avant, mais Breath of the Wild est un exemple parfait. Dans ce jeu, il n'y a quasiment jamais une seule solution à une énigme. Le jeu nous encourage à être créatifs, à tester des trucs, et du coup, peu importe notre approche, on ressent constamment ce sentiment de compétence. C'est brillant. Ensuite, on a l'autonomie. Ça, c'est la liberté totale de prendre ses propres décisions, de tracer sa propre route. Les jeux en monde ouvert sont les rois dans ce domaine. Ils nous donnent un sentiment de liberté psychologique immense. C'est notre aventure, nos choix, notre histoire. Et le dernier besoin, c'est l'appartenance sociale. Là, on peut se dire, mais comment un jeu solo peut faire ça? C'est là qu'entre en jeu le concept du big game. L'idée, c'est que le jeu, ce n'est pas juste ce qui se passe à l'écran, c'est aussi tout ce qui se passe autour. Les discussions sur les forums, les vidéos qu'on regarde, les streams, c'est toute la communauté qui se crée autour d'une expérience commune. Ok, maintenant qu'on a vu la mécanique interne, passons à la perception externe. Comment est-ce que les communautés de joueurs décident de ce qui est le meilleur? Comment on classe tout ça? Prenons un exemple concret, le site de référence pour les jeux de société Board Game Geek. Voilà une liste de jeux qui ont trôné au sommet de leur classement. On y trouve des noms très connus comme Gloomhaven ou Pandemic Legacy. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la méthode qu'ils utilisent. Ce n'est pas une simple moyenne. Ils ont un système bien plus malin qu'ils appellent la note geek. En fait, le système ajoute des votes fantômes pour une raison très simple, éviter qu'un tout nouveau jeu avec seulement quelques notes parfaites se retrouve numéro 1 du jour au lendemain. L'idée, c'est de stabiliser les résultats pour avoir une vision beaucoup plus juste. Pour le dire simplement, une note moyenne classique peut être complètement faussée par l'enthousiasme du début. La note geek, elle, vient corriger ce biais. Un nouveau jeu voit sa note tirée vers la moyenne et il ne pourra monter que s'il accumule un grand nombre d'avis positifs. C'est une mesure bien plus solide de ce que pense vraiment la communauté. Mais voilà, un jeu peut être super bien conçu, acclamé par tout le monde, et pourtant ne pas nous toucher en profondeur. Le dernier niveau, le plus intime, c'est quand un jeu arrive à nous changer, à nous transformer. Mais comment un jeu peut-il nous transformer? Prenons deux exemples radicalement différents, Dark Souls et Disco Elysium. L'un nous apprend la persévérance face à l'impossible et l'autre nous fait plonger dans les méandres de l'introspection et de la reconstruction de soi. Une étude sur ces jeux est arrivée à une conclusion fascinante. Les leçons apprises dans le jeu étaient plus facilement transposables à la vie réelle du joueur. C'est exactement à ce moment-là que le jeu dépasse le simple divertissement. Dark Souls, par exemple, nous apprend la valeur de la détermination, de l'instant présent. Chaque échec est une leçon, pas une fin. Disco Elysium, de son côté, nous apprend à gérer nos propres échecs, à comprendre qui on est, avec nos failles et nos forces. Ces jeux ne font pas que raconter une histoire, ils nous font vivre une expérience qui résonne avec notre propre parcours. Alors, comment on résume tout ça? Comment on peut définir la grandeur d'un jeu au-delà d'une simple note sur 10? Finalement, on peut voir la grandeur d'un jeu à travers trois prismes. D'abord, sa conception psychologique, la façon dont il nous motive.
Ensuite, le consensus de la communauté, la façon dont il est célébré. Et enfin, sa signification personnelle, la façon dont il nous transforme. La vraie grandeur, celle des jeux qui traversent les âges, se trouve pile à l'intersection de ces trois dimensions. Un jeu qui nourrit nos besoins psychologiques, qui est porté par sa communauté et qui nous laisse une empreinte indélébile. La question qui reste, c'est donc, alors que les jeux continuent d'évoluer, de devenir de plus en plus riches, de plus en plus immersifs, qu'est-ce qu'ils nous apprendront demain? Franchement, la perspective est vertigineuse.